Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 16 décembre. Le budget primitif 2023 a été voté hier à la majorité, un vote qui nous amène à évoquer les grands défis de demain. Nous serons dans quelques instants avec le ministre d'État, Pierre Dartout. Autre défi, celui de la préservation de l'environnement. La COP15 de la biodiversité se tient en ce moment même à Montréal, où la principauté est représentée. Puis nous parlerons boxe à quelques heures du 5e combat professionnel d'Hugo Micallef. Nous recevrons son manager, Karim Bouzidi. Trouver le cadeau qui fera plaisir peut paraître un véritable casse-tête pour certains. À 8 jours du réveillon de Noël, nous avons sélectionné pour vous quelques idées qui pourraient sauver les retardataires. Et à la fin de ce journal, retrouvez un grand format consacré à la restauration de 2 œuvres emblématiques de la principauté. Vous avez pu suivre en direct sur notre antenne hier la séance publique budgétaire au Conseil national, séance au cours de laquelle a été voté le budget primitif 2023. Pour évoquer cela, le ministre d'État Pierre Dartout nous attend en studio. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Le budget primitif a été voté à la majorité hier soir. Quel est votre sentiment sur ce vote ? Il a été largement voté. Il y a eu simplement quelques voix contre, mais je considère que c'est un vote positif, très positif, et qui nous satisfait pleinement. Les débats ont parfois été houleux dans l'hémicycle hier soir, mais toujours cordiaux. Comment vous pourriez qualifier votre relation, la relation du gouvernement princier avec le Conseil national ? Ah bien, c'est une relation qui est indispensable, puisque ce sont 2 partenaires institutionnels, mais c'est vrai que nous ne sommes pas toujours, sur la même longueur d'onde. Tout au moins, on n'est pas toujours d'accord sur les moyens, mais je crois qu'on est toujours d'accord sur les objectifs. Mais bien entendu, le chemin est parfois complexe, difficile, et c'est là où nous pouvons avoir quelques divergences. Quelques désaccords. Ce vote du budget primitif nous amène vers l'année 2023. Quels sont les grands chantiers qui vont mobiliser le gouvernement princier ? Les grands chantiers, c'est celui que je vous ai indiqué. D'abord, le logement pour les Monégasques, le plan national de logement, qui est un objectif essentiel, qui a été annoncé par le souverain et en 2019. Et nous faisons en sorte que le déroulement, la mise en œuvre de ce plan se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et nous sommes d'ailleurs, à l'heure actuelle, nous tirons un bilan satisfaisant des choses, puisque nous serons en avance par rapport aux objectifs pour l'année 24. La mobilité aussi Alors la mobilité, c'est un sujet très complexe. Et comme je l'ai dit lors de mon intervention, il n'y a pas de réponse simple face à un problème complexe. Je crois qu'il faut distinguer les sujets qui peuvent être réglés dans le court terme et ceux qui ne peuvent être réglés que dans le moyen-long terme. Alors dans le court terme, il y a un certain nombre de sujets qui sont de nature à fluidifier soit l'accès à la principauté, soit la circulation dans la principauté. C'est un certain nombre d'aménagements des rues, privilégiés, par exemple, les voies pour les bus, spécifiques pour les bus, par rapport au stationnement. Alors, il y a des choix à faire qui peuvent parfois créer des problèmes. Les gens ne seront peut-être pas toujours contents que l'on efface des places de stationnement, mais c'est nécessaire pour que le bus puisse circuler dans les meilleures conditions. Donc, nous avons un certain nombre d'idées que nous allons d'ailleurs confronter avec le Conseil national, puisque nous aurons avec eux, je pense, au cours du mois de janvier, une CPE là-dessus, et ensuite présenter à la population monégasque. J'imagine également que le gouvernement sera attentif et vigilant à la situation énergétique et économique. Absolument. Alors d'abord, pour ce qui concerne la situation énergétique, je dois dire que la SMEG avait pris toutes les précautions nécessaires. Monaco n'est pas isolé du reste du monde. Monaco est très lié à la France, notamment pour la fourniture d'électricité. Mais encore une fois, il y a eu une certaine anticipation et j'en remercie la SMEG. Pour l'année 2023, forcément, il va y avoir un accroissement des tarifs. Nous l'avons annoncé parce que le prix de l'électricité augmente considérablement. Il va être à peu près en moyenne de 75%. Et nous avons donc décidé
de limiter cette hausse pour les familles et pour les petites entreprises à 15%, 33% pour les entreprises qui consomment mais qui ne sont pas les toutes premières à consommer, et celles qui consomment le plus, ça sera 45%. C'est-à-dire dans les 3 cas, nous allons prendre en charge au niveau du budget une partie du coût. Une partie importante pour les familles, une partie moins importante pour les entreprises. Pour les entreprises, c'est la volonté à la fois de préserver les finances publiques, mais également de permettre à nos entreprises d'être toujours compétitives, tout en les incitant à faire des économies. Pour les familles, c'est incontestablement une mesure de préservation du pouvoir d'achat qui va être érodé en 2023 comme en 2022. Et concernant la situation économique, on voit par exemple l'inflation. Alors l'inflation, elle est liée à celle qui existe en France, naturellement. Elle est incontestable, surtout pour les produits alimentaires. Le fait qu'il y ait cette guerre en Ukraine, qui concerne 2 des pays les plus exportateurs de céréales, ça concerne des aliments de base, ça entraîne des hausses des prix des pâtes et des prix du pain. Et donc l'inflation sur les produits alimentaires est peut-être un peu plus forte que pour les autres produits. Et ça frappe bien sûr les familles. Et c'est dans cet esprit que déjà en 2022, nous avons pris des mesures concernant notamment les fonctionnaires pour éviter qu'ils perdent du pouvoir d'achat. Et nous avons revalorisé les rémunérations des fonctionnaires à hauteur de 6,8% sur l'année. Nous avons aussi préservé le bon Carlo, nous les avons même augmentés. Et nous n'oublions pas le secteur privé, puisque nous avons incité les sociétés par un certain nombre de dispositifs à créer des primes complémentaires pour les salariés, primes qui ne seront pas chargées, comme on dit, qui ne sont pas chargées, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet de charges sociales qui pourraient les grever. Monsieur le ministre, dans quelques jours, nous allons passer à l'année 2023. Quel bilan pouvez-vous tirer de l'année 2022 ? L'année 2022 a été pour nous une année difficile. Certes, nous avons la lutte contre le Covid, fort heureusement, a perdu de son intensité, même si nous sommes restés très vigilants, et il faut toujours rester vigilants. Mais ce qui nous a forcément impacté, c'est ce conflit en Ukraine, qui a eu toutes sortes de conséquences. On parlait du prix de l'énergie, mais également dans les relations internationales. Monaco a été confronté aussi à l'arrivée d'un certain nombre de personnes qui ont fui l'Ukraine et dont on s'est occupé. Il y a eu beaucoup de conséquences aussi sur le plan touristique, mais des conséquences qui finalement n'ont pas été négatives puisque nous avons eu une excellente saison touristique grâce à la capacité, à l'attractivité de nos hôtels, grâce aussi aux grands événements. Et cette belle saison touristique nous a permis, encore une fois, d'être dans une situation économique favorable, très favorable par rapport au reste de l'Europe. Et est-ce que vous abordez cette année 2023 avec sérénité ? Alors il faut toujours avoir de la sérénité, il ne faut pas perdre son sang-froid, mais il faut quand même voir toutes les données qui sont en face de nous. On est face à une situation internationale compliquée sur le plan politique et économique. Nous sommes aussi dans une économie qui a montré toute sa solidité. Monaco n'est pas pour autant coupé du reste du monde, donc il faudra être vigilant. Vous parliez de l'inflation, on parle aussi de la vitalité, de la demande, du climat général, de la tenue des grands événements, mais je suis vigilant. Certes, nous sommes vigilants, mais je reste quand même raisonnablement optimiste sur la capacité de Monaco à surmonter les défis qui se présenteront en 2023. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Dartout, d'avoir été avec nous merci ce soir. À vous. Excellente fête de fin d'année. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, un feu s'est déclaré ce matin dans une des boutiques du One Monte Carlo. Les caméras thermiques utilisées par les sapeurs-pompiers de Monaco ont pu détecter l'origine de l'incident pour maîtriser rapidement la situation. L'intervention, qui aura mobilisé une trentaine d'hommes, n'a fait aucune victime. Dans un tout autre domaine, Anne-Marie Boisbouvier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire délégué permanent de Monaco auprès de l'UNESCO, a été nommée chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Elle a reçu cette distinction des mains de l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini,
au Yacht Club de Monaco et en présence notamment du prince Albert II. À Montréal, les négociations se poursuivent à la COP15 de la biodiversité. Le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme a pris la parole jeudi après-midi dans le cadre du segment de haut niveau. Dans son discours, Céline Caron a rappelé, je cite, la nécessité pour les États de s'engager sur un cadre mondial post-2020 ambitieux et volontariste pour inverser les tendances de perte de la biodiversité avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Le ministre a annoncé notamment l'engagement du gouvernement monégasque à renforcer la place de la nature sur son territoire, avec comme objectif de repenser la planification urbaine de la principauté. Céline Caron a également assisté dans la journée à un side event organisé par la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, dont Monaco fait partie des premiers membres depuis 2019. Ce regroupement d'États est coprésidé par la France et le Costa Rica et son but est de soutenir l'adoption d'une cible ambitieuse visant à protéger 30% des terres et 30% des océans de notre planète d'ici 2030. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'explorateur de National Geographic, Henrik Sala, au micro d'Alexandra Pani. L'objectif de Target 30%, c'est qu'il faut protéger 30% de la planète, 30% de la Terre, 30% de l'océan, parce que c'est notre soutien de vie. Il faut restaurer la nature, il faut protéger plus. Et j'espère que tous les pays du monde vont suivre l'exemple de Monaco, le leadership de Monaco, qui appuie cette Target qui est absolument importante globalement. C'est pas seulement important pour la biodiversité, c'est important pour l'humanité, parce que si on veut alimenter 8 milliards de personnes, on a besoin de plus de nature. Et Henrik Sala faisait référence dans son interview à l'exemplarité et l'implication de Monaco dans la protection de la biodiversité. Le gouvernement princier et la Fondation Prince Albert II viennent d'ailleurs de s'associer à l'Union internationale pour la conservation de la nature, un partenariat qui vise à soutenir la liste rouge des espèces menacées de l'UICN grâce à une contribution exceptionnelle de 600 000 € sur les 3 prochaines années. Peace and Sport, récompensé au sommet mondial des lauréats du prix Nobel de la paix. L'organisation a reçu le prix du sommet de la paix 2022 à Pyeongchang, en Corée du Sud, la même où s'étaient déroulés les Jeux olympiques d'hiver en 2018. Le président fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou, était sur place pour recevoir ce prix qui honore des personnes qui contribuent à la justice sociale internationale. Intéressons-nous à présent à ce nouvel hommage rendu au prince Albert Ier dans le cadre des commémorations du centenaire de sa disparition. Le lycée technique et hôtelier de Monaco a proposé dernièrement un menu terre-mer en lien avec les goûts et les habitudes du trisaïeul du prince Albert II. Julia Vial, Clélia Renaud et Lionel Bernardi se sont rendus en cuisine pour assister à la préparation de ce menu d'exception. 2 ans de travail et de réflexion pour arriver à proposer ce menu en l'honneur du prince Albert Ier. Les élèves ont fait de nombreuses recherches sur les produits particulièrement appréciés par le prince savant. L'évidence est alors apparue de proposer des plats entre terre et mer. Albert Ier était un fin chasseur et il adorait la pêche. Donc c'est un menu qui est composé à base de homard et de canard colvert. Voilà. Et donc les élèves, durant leur chef-d'œuvre, ont réfléchi à comment utiliser le canard colvert et le homard dans son entièreté. Donc on a gardé les parties nobles pour les servir de la manière la plus prestigieuse possible et on a utilisé les bas morceaux pour faire des sauces, des jus, un consommé. Ce menu qui est issu d'un projet pluridisciplinaire intitulé Le chef-d'œuvre et l'opportunité de dévoiler toutes leurs compétences. Une vraie fierté pour ces jeunes pleins d'ambition. On doit quand même faire quelque chose qui est incroyable. On doit faire le menu du centenaire de Albert Ier qui, franchement ça fait du bien d'avoir des responsabilités ici. Alors qu'on est simplement des élèves. Donc franchement, ça fait du bien. L'occasion également pour ces élèves de tester de nouvelles techniques à l'image du dessert qu'ils ont imaginé, un tiramisu et sa bulle au bois de hêtre. L'idée elle est venue de faire ce dessert olfactif puisque l'année dernière ils ont obtenu d'une entreprise cette pipe à fumer et donc on s'est dit on va l'utiliser. Donc ils ont vu ça sur internet et ils se sont dit on aimerait faire ça. Et donc on a cherché pendant plusieurs semaines comment faire ce dessert là.
Et voici l'aboutissement de ce dessert, mais effectivement une bulle, comme son nom l'indique, est très fragile, voilà. Et l'objectif c'est de la casser et qu'un petit peu de fumée s'émane. Mais le plus important en cuisine reste l'avis des convives. Apparemment, le pari est réussi pour les jeunes élèves. C'est très bon. L'objectif de ce repas était de montrer l'excellence du lycée technique et hôtelier de Monaco à travers un projet unique. Mais le chemin est encore long pour ces futurs cuisiniers. Tous leurs travaux réalisés seront présentés lors d'un grand oral en fin d'année de terminale. Et qui sait, peut-être que vous apercevrez certains de ces visages dans les plus grandes cuisines de la principauté. Parlons boxe à présent. Demain, dès 20h15, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne le 5e combat pro d'Hugo Micallef. Le boxeur monégasque affronte Lester Lara au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes. Bonsoir Karim Bouzidi. Bonsoir. Vous êtes le manager d'Hugo Micallef. Comment se sent-il à quelques heures de son combat? Il se sent très bien. Il a fait une bonne préparation comme d'habitude. C'est un athlète qui est assez concentré sur ce qu'il fait. Et c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas de surprise. Comment s'est-il préparé pour cette échéance justement? Et il s'est préparé aux îles Canaries comme d'habitude. On a eu des bons sparring avec des bonnes oppositions pour lui. C'est vrai qu'il s'est concentré beaucoup sur la préparation physique. Et on attend à ce qu'il fasse un vrai beau combat demain. Des sparring qui ont l'allure justement de son opposant demain, Lester Lara. Hein. Alors c'est vrai qu'on essaye le plus possible de trouver des adversaires qui conviennent, des sparring qui conviennent à la typologie de l'adversaire. Mais le plus important pour Hugo, c'est de continuer justement à prendre du volume dans sa boxe. Et plus on voit dans sa carrière de s'affronter avec des sparring de plus en plus difficiles. Quel est le profil de Lester Lara, son opposant demain, un boxeur du Nicaragua? C'est un boxeur plus expérimenté qu'Hugo. Hein. Oui, c'est un boxeur qui a un palmarès de 17 victoires, 12 défaites si je me trompe pas, et 2 matchs nuls. La boxe nicaraguayenne, c'est une boxe assez offensive. Les boxeurs du Nicaragua passent pas vraiment par la boxe amateur. Ce sont des gens qui passent directement en professionnel, donc ils sont assez expérimentés à ce niveau-là, et ça va apporter une bonne opposition à Hugo. Et qu'est-ce qui pourra faire la différence demain sur le ring? Très sincèrement, Hugo, c'est un boxeur qui est complet. Alors c'est facile à dire quand on manage Hugo, mais c'est un boxeur qui est très technique, Hugo, qui se déplace vraiment beaucoup. Demain, il va boxer un boxeur gaucher, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué dans l'approche offensive, mais on peut s'attendre à un Hugo assez percutant. Je pense qu'il va toujours avoir une boxe assez aérienne comme il nous l'a déjà démontré, et je pense qu'il a en tête d'essayer de finir le combat avant la limite. Plus généralement, Karim, quel regard portez-vous sur le parcours d'Hugo? Très sincèrement, des boxeurs comme Hugo, il y en a pas beaucoup. Je vais dire un athlète comme Hugo, il n'y en a pas beaucoup. Il est assez focalisé sur ce qu'il fait. Il fait que de la boxe. Il se lève boxe, il dort boxe, il mange boxe. C'est pour ça qu'il est parti sur l'île des Canaries pour s'entraîner. Je pense que d'ici 2 à 3 ans, Hugo aura une chance mondiale. On a bien démarré le début de carrière. Il est bien supporté par toute l'équipe autour, son entourage familial, ses amis. Il a une vie assez stable. Il est plus que content du soutien des Monégasques à son égard, et je pense que ça favorise beaucoup aussi dans sa façon d'appréhender ses combats. Maintenant, on a une année qui va venir qui va être assez chargée en combat pour lui. Je pense que ce combat de fin d'année, il a vraiment hâte d'y être et de faire quelque chose de bien pour Monaco. Et on peut s'attendre à vraiment du beau Hugo. Donc on est assez satisfait de travailler avec lui, et c'est vrai qu'on a des bonnes perspectives d'avenir. Et on sera derrière lui demain, un combat à suivre en direct sur notre antenne à partir de 20h15. Ce combat sera suivi d'un débrief avec notamment René Jacot, ancien champion du monde de boxe. Merci Karim Bouzidi d'avoir été avec nous depuis Nantes. Eh bien, je vous remercie beaucoup, et puis à demain. J-8 avant le réveillon de Noël, ce week-end sera sûrement l'occasion pour vous de trouver les derniers cadeaux manquants. Et peut-être que le reportage qui va suivre va vous permettre de trouver quelques idées tendances. Sélection avec Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. C'est le petit cadeau qui fait fureur avec celui-ci, donc on peut prendre des photos en instantané, pouvoir célébrer ses soirées. C'est pas mal le soir de Noël pour avoir des bons petits clichés.
Les nouvelles technologies se sont imposées dans notre quotidien. De quoi donner des idées de cadeaux de Noël en cette fin d'année 2022. Première partie, on est beaucoup sur des produits techniques avec des idées cadeaux qui sont des smartphones, ordinateurs portables, notamment pour les étudiants. On va avoir beaucoup de produits son, des casques intra-auriculaires, des casques aussi à arceaux, des casques à arceaux, énormément. Ensuite, on va basculer aussi sur l'univers du petit électroménager, avec des produits notamment celui qui fait fureur, le Dyson Airwrap, celui que beaucoup de femmes convoitent pour Noël. Ensuite, la deuxième partie du magasin, on est plutôt sur des produits éditoriaux, avec beaucoup de livres. On a notamment le prix du roman littéraire actuellement au magasin. Beaucoup de livres pour petits, les tout petits, 0,3 ans, 0,6 ans, qui font vraiment un carton, mais vraiment c'est exceptionnel. L'iPhone 14 Pro est le cadeau le plus prisé, mais ce dernier n'a aucune chance d'arriver à temps sous le sapin de Noël. La marque rencontre de nombreuses difficultés pour se réapprovisionner. Comme chaque année, toujours des petites pénuries. Donc là, comme vous le savez tous, il y a des petits problèmes de grève chez Apple en Chine, et donc du coup, compliqué d'avoir avant Noël l'iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max. Des modèles que souvent on s'arrache le jour de Noël parce que c'est vraiment des beaux petits cadeaux, notamment sur les dernières nouveautés qu'ils ont pu faire. Et là, malheureusement, il va falloir attendre début d'année 2023 pour avoir du stock sur ce produit. Du côté des jouets, le rétro est l'une des grandes tendances que connaît actuellement l'industrie du secteur. Les Lego et les Barbie se retrouvent toujours en nombreuses déclinaisons dans les chambres d'enfants. Des produits en effet indémodables. Place à présent à votre Focus Info du jour. Un grand format consacré ce soir à la restauration de deux œuvres emblématiques de la Principauté. L'une se trouve à la chapelle de la Miséricorde, l'autre à la cathédrale de Monaco. Retour sur cette vaste campagne avec Christine Datomel, Alexa Vial et Olivier Bonello. Il s'agit d'un moment historique pour la Principauté et notamment pour le patrimoine religieux monégasque. L'œuvre emblématique, le gonfalon des pénitents blancs, vient d'être installée de manière permanente dans la chapelle de la Miséricorde. L'état de conservation de cette bannière de procession avait nécessité une restauration complète et débutée en 2019. La première mention écrite du gonfalon date du 21 novembre 1640, présentée à l'occasion d'une manifestation religieuse. Il avait été réalisé à Gênes par un artiste inconnu à la demande de Luisa Trivultia Galliente, épouse du commandant responsable de la garnison espagnole de Monaco jusqu'en 1641. Il s'agit d'une bannière qui est biface. Donc il fallait à la fois retendre certains fils puisqu'elle était trouée, très abîmée avec le temps, mais également faire les repeints, et elle a deux représentations bien différentes de chaque côté. De plus de 2 mètres de haut et peinte à l'huile sur ses deux faces, l'œuvre est faite de damas cramoisis bordés d'or. Elle offre d'un côté une Pietà de Saint-Nicolas et de Sainte-Dévote, et de l'autre la naissance de la Vierge entourée de Saint-Nicolas et de Sainte-Dévote. Cette bannière est assez exceptionnelle puisqu'en Ligurie on en trouve très très peu d'une taille aussi imposante au XVIIe siècle. Maintenant, reste aux restaurateurs et aux historiens de l'art de confirmer, d'infirmer la datation. Moi, je reste convaincu qu'elle est du XVIIe siècle en majeure partie, même si elle a été repeinte en partie, partiellement, ou restaurée au début du XIXe, lorsque l'archiconfrérie de la Miséricorde, vers 1820, a succédé aux deux confréries blancs et noirs, dissoutes sous la Révolution française. Pour le patrimoine monégasque, c'est une des pièces très importantes qu'il fallait restaurer et qui a été très bien restaurée. Des travaux qui ont été conduits par l'atelier La Réserve, qui a constitué pour l'occasion une équipe composée de plusieurs entités bien distinctes. Le gonfalon des pénitents blancs, présentant donc un caractère dual, un dispositif particulier a été mis en place, un cadre mobile qui permet dorénavant aux visiteurs d'admirer les deux faces de la pièce. 1, 2, 3. À quelques mètres de là, la cathédrale se prépare elle aussi à abriter de nouveau entre ses murs une œuvre emblématique. Le caisson de la Pietà vient lui aussi d'être restauré pour conserver au mieux l'œuvre dans le temps. L'œuvre a donc été mise dans un caisson climatique. L'idée, c'est d'arriver à présenter une œuvre dans le milieu dans lequel elle est habituellement présentée, mais quelque part de la soustraire totalement au climat du lieu, donc là en l'occurrence de la cathédrale. Donc une protection sur la face qui permet d'isoler la face de l'œuvre de l'environnement, et au revers de l'œuvre, au revers du cadre plutôt,
Nous avons un aménagement qui permet d'épaissir le cadre, d'englober totalement l'œuvre et de rajouter également une protection arrière qui permet quelque part d'avoir une enveloppe sur la totalité de la surface de l'œuvre. On est sur un programme en effet d'entretien préventif et de conservation préventive des œuvres de la cathédrale qui a commencé dès l'année 2017. Donc il y a plusieurs œuvres de la cathédrale qui nous entourent qui ont été mises protégées par ces dispositifs puisque la cathédrale est sujette aux variations climatiques du fait de sa position au sommet du rocher et très proche de la mer. Donc ces œuvres sont en panneaux de bois, elles sont extrêmement anciennes et de fait comme c'est un matériau qui répond aux variations d'humidité relative, les couches picturales ont tendance à souffrir de ces variations dimensionnelles-là. Et donc pour les protéger, on les place dans ce dispositif. Donc, cette année, on a fait la maintenance du caisson. Les sondes qui sont à l'intérieur et qui captent la température et l'humidité ont été remplacées. On a fait la vérification des piles et de vérifier en effet que le caisson maintenait une humidité relative stable. Des restaurations qui ont demandé un grand savoir-faire et un travail d'orfèvre, des travaux de conservation hors du commun afin d'entretenir le patrimoine historique et religieux de la principauté de la meilleure des manières. Une idée sortie pour le week-end à présent, l'Institut audiovisuel de Monaco vous propose un grand classique du cinéma, une comédie musicale aux 10 Oscars, West Side Story. La projection réalisée en partenariat avec les ballets de Monte-Carlo aura lieu ce dimanche à 11h au Grimaldi Forum. Fabien Bonilla est avec Vincent Vatrican pour vous en parler. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une comédie musicale, West Side Story, c'est un film de 1962. On peut dire que c'est un monument de la comédie musicale? Le mot n'est pas usurpé. Ouais, c'est le Roméo et Juliette du XXe siècle. Oui, alors il faut replacer les choses dans le contexte, ou du moins l'origine du projet. C'est d'abord une comédie musicale montée par Jerome Robbins à New York, qui est effectivement une adaptation modernisée et transplantée à New York de Roméo et Juliette. Le film vient ensuite. Ça a été remis justement au goût du jour, hein. C'est une bande rivale à New York sur fond de racisme. C'est toujours d'actualité, ce film? Alors, en effet, les gens qui connaissent le film se rappellent bien que c'est le conflit des Sharks et des Jets, des Américains contre les Portoricains, qui s'affrontent tout au long du film avec en creux une histoire d'amour impossible entre deux personnages de chacun des clans. Et effectivement, il y avait la volonté de Robert Wise, le réalisateur, de traiter la question du racisme, qui est une question, j'allais dire, qui coexiste avec l'histoire des États-Unis et en l'occurrence précisément dans le New York, et qui plus est dans le quartier de Manhattan, puisque tout a été tourné, les extérieurs ont été intégralement tournés dans le quartier de Manhattan. Qu'est-ce qui fait la force de ce film? C'est la musique, ce sont les acteurs, c'est la réalisation? C'est tout. C'est le réalisateur Robert Wise qui a eu l'intelligence de demander à Jerome Robbins de co-signer le film. C'est-à-dire que Jerome Robbins a assuré toute la chorégraphie magistrale. C'est la musique, Elmer Bernstein, au top niveau. Ce sont en effet les acteurs, avec Nathalie Wood notamment, qui ne se souvient pas de Maria. Nathalie Wood, c'est Georges Shakiri, c'est Russ Tamblyn, chacun dans un des camps. C'est effectivement le travail graphique de Saul Bass, qui assure le générique de début avec ces vues surplombantes de Manhattan qui sont absolument fascinantes. C'est le rythme des chorégraphies, des temps forts et des temps de paroles. Tout est rythmé absolument magnifiquement.
chaque nouvelle vision est toujours un enchantement. Allons voir donc West Side Story. Merci Vincent. Merci Fabien. Maria, 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 say it loud and there's I see you. See only me. Somehow, someday, Cette information pratique avant de clore ce journal avec la fermeture partielle et ponctuelle du tunnel de la Dorsale. La partie concernée se situe entre les ronds-points Aurélia et Canton. La circulation sera coupée sur cette portion à partir de ce vendredi jusqu'à la fin de l'année entre 21h et 6h du matin. Retrouvons Julia Vial pour notre traditionnel point sur la météo. Bonsoir Julia, avez-vous de bonnes nouvelles pour ce début du week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Le week-end s'annonce plutôt bien avec une alternance de nuages et de soleil, mais pas de pluie, ça c'est une bonne nouvelle. Il fera par contre un peu plus frais qu'aujourd'hui avec 9 degrés dans la matinée et 13 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous fêterons les Judicaël. Merci Julia. Hier, nous lancions une toute nouvelle rubrique sur les moments qui ont marqué 2022. Nous sommes allés à la rencontre de personnalités de la Principauté pour savoir quel événement ils retenaient de cette année. Après le co-capitaine de la Roca Team, Yacouba Ouattara, l'abbé Christian Venard nous livre son sentiment. Vous savez, en tant qu'aumônier de la force publique, des carabiniers et des pompiers, le fait marquant de cette année, c'était la mort du chef Pérard. J'étais sur les lieux avec les sapeurs-pompiers dans ma modeste fonction d'aumônier ce jour-là. J'ai accompagné sa famille. On l'a accompagné aussi dans la mort avec cette magnifique cérémonie, cet hommage national militaire et puis cet hommage national religieux à la cathédrale. Et ça a été un moment, j'allais dire, extrêmement fort cette année, qui est aussi un moment de communion pour toute la communauté monégasque, je crois, et ça s'est ressenti. Et là, je crois qu'il y a eu on a compris à quel point nous étions unis les uns les autres dans cette principauté de Monaco et à quel point nos amis sapeurs-pompiers en particulier ont un rôle à jouer dans cette communion tous ensemble dans notre vie ici à Monaco. Voilà pour ce moment émouvant qui aura marqué l'année 2022 de l'abbé Venard. Ce journal est à présent terminé. À demain, samedi, pour une nouvelle édition au cours de laquelle nous aborderons les 40 ans de présidence du prince Albert II à la Croix-Rouge monégasque. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.